Il y a une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine d'années, l'infidélité, c'était clairement aller coucher ailleurs. Aujourd'hui, l'infidélité a de multiples visages parce qu'il peut y avoir une infidélité émotionnelle. L'infidélité, finalement, c'est une histoire de trahison. Et comment est-ce que je me sens trahi? Et quand est-ce que je me sens trahi par l'autre? AVS avec Philippe Robichon. Votre santé, bonjour, bienvenue. Vous savez, le mardi, on parle de sexualité et d'éducation à l'affectivité avec Nadia El Bouga. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sage-femme et sexologue. Oui. Voilà, entre autres. Entre autres, exactement. Bien. Est-ce que vous avez aimé la chanson que je vous ai envoyée ce matin? J'étais très motivé ce matin, donc j'ai dit, je vais booster Nadia El Bouga. Oui, alors on va dire que c'est les groupes de ma jeunesse. C'est vrai? Oui. Ah bah moi j'étais déjà vieux, c'est pour vous dire. C'était les années 80, fin des années 90 ouais, en fait. Oui, c'est ça. On a commencé la matinée avec Nick ta mère, voilà. Ouais, non, mais alors non, génial, un très beau texte, très beau texte d'ailleurs. On va dire que c'est leur chanson la plus aboutie et la plus mature, la plus mûre en fait. Ouais, voilà. C'était sur l'éducation et je me dis que finalement 20 ans après, la chanson, il ne faut pas y toucher. C'est ça, et c'est ça qui est bien finalement. Le texte était bien et on n'a pas progressé 20 ans après. Oui, c'est ça. Oui. Bien, nous allons traiter un thème que nous n'avons jamais traité jusqu'à présent. En 6 ou 7 ans d'émission, nous allons parler de l'infidélité avec notre invitée qui s'appelle Florence Pelletier. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe, bonjour Nadia, bonjour à tous. Vous êtes coach en psychologie positive et thérapeute de couple et puis vous publiez ce livre sous forme de questions. Est-ce que regarder, c'est tromper? Alors c'est vrai, et complété par Où commence l'infidélité chez Interédition. C'est vrai qu'on n'a jamais traité cette problématique parce qu'on se demandait comment la traiter de façon hors du café du commerce et de façon un peu différente. Alors vous dites que dans votre livre, vous portez un regard différent sur l'infidélité. Déjà, l'infidélité, c'est quelque chose qui est compliqué à définir, puisque peut-être que chacun d'entre nous, chacun de ceux qui nous écoutent, ont leur propre définition de l'infidélité. Oui, tout à fait. C'était beaucoup plus simple avant. Il y a une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine d'années. L'infidélité, c'était clairement aller coucher ailleurs. Aujourd'hui, l'infidélité a de multiples visages parce qu'il peut y avoir une infidélité émotionnelle. L'infidélité, finalement, c'est une histoire de trahison. Et comment est-ce que je me sens trahi? Et quand est-ce que je me sens trahi par l'autre? Alors, je rejoins ce que vous dites. Cependant, je pense qu'il est intéressant de préciser tout de même que, je ne sais pas si c'était plus simple avant, mais en tout cas, il y a une chose qui était prégnante avant. C'est que, vous l'avez très justement dit, en fait, l'infidélité, c'était aller... Il fallait qu'il y ait un acte, en fait. Il fallait qu'il y ait un acte sexuel avec pénétration. Ouais. C'est très précis. Pourquoi? Parce qu'en réalité, et d'ailleurs, c'est pour ça que l'infidélité des femmes était... on va dire, plus punie ou en tout cas moins acceptée socialement que celle des hommes, c'est parce que derrière, il y avait la conséquence, en tout cas la probabilité qu'il y ait un enfant d'un homme qui n'est pas en tout cas le chef de famille. C'est aussi pour ça que on a l'impression que c'était plus simple parce que ça se réduisait, on va dire, à une question de filiation. Alors que de nos jours, je vous pose d'ailleurs la question, est-ce que il n'y a pas aussi les sentiments, l'affectivité qui entre en ligne de compte? Alors que peut-être qu'avant, il y avait aussi beaucoup de mariages qui se faisaient sans sentiments amoureux, sans affectivité. Oui, alors que maintenant, les mariages sont des mariages d'amour. En tout cas, pour la grande majorité. Oui. Et c'est ça le problème. Oui, parce qu'avant, il y avait quand même une raison. On se mariait souvent par raison. Et donc, l'amour venait après, peut-être si après, possible. Oui. Voilà. Aujourd'hui, on se choisit. On se choisit et on demande beaucoup à l'autre. On demande tout. Et d'ailleurs, quand je reçois des couples en consultation, je demande souvent à l'un ou à l'autre, mais qui est l'autre pour vous? Qui est votre compagnon, votre compagne, votre conjoint? Et on me répond souvent, il est tout. Quand on met l'autre sur un piédestal et qu'on attend de l'autre d'être un bon compagnon, d'être le meilleur ami du monde, d'être un bon amant, d'être un professionnel, d'être le confident, d'être le bon parent, dès que l'autre faillit un peu, il tombe du piédestal et ça fait mal. Plus on le met haut,
plus quand on tombe, on tombe de haut et ça fait très mal. Alors, où commence l'infidélité ? On peut compléter un petit peu les propositions. Est-ce que regarder, c'est tromper ? Est-ce que se retourner dans la rue sur une autre personne que son ou sa partenaire, est-ce que c'est tromper ? Est-ce que jeter un œil sur un site extra-conjugal, c'est tromper ? Est-ce que juste s'y abonner pour voir comment ça se passe, c'est tromper ? Est-ce que parler avec une ou un collègue de travail, c'est tromper ? Est-ce qu'aller à la gym, c'est tromper ? Et est-ce que ne plus regarder l'autre avec l'œil qui brille et des étoiles dans les yeux, c'est tromper. Ça fait beaucoup de choses finalement. C'est complexe, c'est assez complexe. Et en fait, j'ai écrit ce livre pour une seule raison, enfin une raison principale. J'aimerais que tous les couples, quand ils se mettent en couple, puissent se poser cette question. Parce qu'il y a comme un contrat implicite qui se met en place au début d'une histoire de couple. On est pour la fidélité. Et quand je pose la question au couple, même ceux qui ont trompé, ils sont pour la fidélité. Ils ne savent pas très bien ce qui s'est passé, mais la plupart des couples sont pour la fidélité. Sauf que ce mot fidélité, c'est quelque chose, c'est une belle valeur, mais on ne met pas forcément la même chose derrière. Et là, c'est intéressant justement de se poser la question, mais où commence cette infidélité ? En sachant que dans un couple, il y a 2 personnes, et donc chacun n'a pas forcément les mêmes représentations, n'attend pas forcément la même chose. Et comme je le dis dans le livre, souvent, il y a une histoire de curseur. Il y en a un qui a sa propre définition et sa propre façon de se comporter, mais ne demande pas forcément la même chose à l'autre. Alors, tous les couples, faut qu'on remette quand même, on va dire, le cadre. Nous, en tout cas, aujourd'hui, on parle des couples de 2 personnes, monogames, et donc dans une exclusivité conjugale. On est dans ce... Parce que on peut très bien aussi parler de la question de la fidélité au sein de... Maintenant, il y a de nouvelles configurations, au sein d'un trouble, au sein du polyamour. Oui, mais même au sein d'un trouble. Alors, vous parlez d'un trouble comme si tout le monde, là, qui nous écoutait, savait ce que c'était qu'un trouble. Oui, donc une triade, voilà... Être 3. Être 3 personnes. Être 3 dans un couple. Même là... Ou plus. Oui, même dans une histoire d'échangisme, il y a cette histoire d'infidélité qui je ne parle pas d'échangisme. Oui, mais même. C'est pas la même chose. Tout à fait, c'est pas du tout la même chose. Oui. Mais quelle que soit la configuration du couple, il y a cette histoire d'infidélité parce qu'il y a une histoire de trahison. Et quand commence la trahison ? Et c'est intéressant parce que dans ces histoires-là, ou dans cette configuration-là où une relation sexuelle peut être ouverte, la sexualité peut être ouverte, très souvent, la personne va dire à son partenaire ou ses partenaires « Ok, tu as le droit de coucher avec qui tu veux, mais par contre, tu tombes pas amoureux. » Et là, il y a aussi une histoire d'infidélité. C'est pour ça que je pose le mot exclusivité. Parce qu'en fait, mais là, il y a un cadre. Oui. Enfin, il y a un cadre. Si on dit, voilà, le truc, c'est que tu tombes pas amoureux. Oui. C'est pour ça qu'il est intéressant qu'on puisse vraiment, comment dirais-je, être précise et précis, parce que très souvent, quand vous dites, je vous rejoins quand vous dites oui, il faudrait que les couples puissent au départ définir en fait l'infidélité, parce que implicitement en fait ce qui est défini c'est l'exclusivité, mais on peut très bien être dans une exclusivité ou une non-exclusivité et ne pas avoir pour autant une définition claire de la fidélité, parce que l'exclusivité et la fidélité c'est 2 choses bien différentes. On peut être dans une non-exclusivité et être fidèle pour autant. Oui, tout à fait. Sauf s'il y a une histoire d'émotion. Et on ne sait pas, on ne maîtrise pas. Autant on peut maîtriser plus ou moins une relation sexuelle. Par contre, les sentiments amoureux, on ne les maîtrise pas forcément. Alors, il y a une question qui peut aider ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Ce que je fais, est-ce que je m'autorise ? Est-ce que je l'accepterai de mon ou de ma partenaire ? Et c'est une question cruciale, en effet. Très souvent, il peut y avoir justement ces curseurs qui vont être différents. Ce qu'on appelle 2 poids, 2 mesures, finalement. Tout à fait, tout à fait. Et juste pour vous donner un petit exemple, j'ai reçu un jour un couple où ils sont arrivés tous les 2 parce que monsieur allait voir des prostituées. Parce qu'il disait avoir de gros besoins sexuels. La femme, donc on a travaillé, la femme a pardonné, et puis un jour, au bout de 5-6 séances, la femme est revenue. Lui, il était hors de lui-même parce qu'elle avait pris un café avec un collègue. Et pour lui, c'était une infidélité. Aller voir des prostituées, non, mais aller justement partager et prendre un bon moment avec un collègue, alors qu'il n'y avait rien de plus,
pour lui, ça a été un traumatisme, ça a été une catastrophe. Parce que certainement, son argument à lui, c'est oui, mais ce n'est que physique et il n'y a pas, je ne suis pas attachée aux prostituées, alors qu'il verra dans l'échange de sa partenaire avec son collègue peut-être l'établissement de liens affectifs ou de sentiments qui s'installent. Tout à fait. Oui, d'ailleurs, c'est très intéressant parce que sur ces questions-là, c'est extrêmement genré dans nos sociétés. Alors, oui, les hommes et les femmes réagissent pas de la même façon. Oui. Ils réagissent pas de la même façon et puis surtout on étiquette pas mal le comportement des femmes et des hommes, c'est-à-dire que on va très souvent dire que les femmes, ce qui se vérifie sur le terrain, mais parce qu'il y a aussi un conditionnement éducatif qui va dans ce sens-là, donc que les femmes en réalité, un homme va peut-être moins accepter une relation, va laisser passer une relation sexuelle, mais ne va pas laisser passer un attachement affectif. Et à contrario, pour une femme qui ne va pas accepter une relation sexuelle, et va peut-être plus laisser passer ce qui semblerait être un attachement affectif. Oui, et puis, comme je disais tout à l'heure, cette histoire où est-ce que je mets l'autre ? Est-ce que je mets l'autre sur un piédestal ? Qu'est-ce que j'attends de l'autre ? Et si j'en attends trop, je risque d'être déçue. Mais sur l'histoire de curseur, donc ce qui veut dire que, si j'ai bien compris, c'est que l'infidélité, elle commence à différents niveaux qui qu'on soit. En fait, il y a autant de curseurs que de gens différents. Alors oui, et en même temps, il y a quand même des points de repère qu'on peut avoir. Il y a Shirley Glass, qui est l'une des spécialistes de l'infidélité, qui est américaine, psychologue américaine, qui, elle, donne trois points de vigilance. Le premier, c'est en effet cette intimité émotionnelle. Est-ce que je développe une intimité émotionnelle avec une personne ? Surtout si, par exemple, je ne vais pas bien dans mon couple et que ça me fait du bien, justement, de rencontrer une personne qui ne va pas bien dans son couple et on va échanger ensemble sur les déboires qu'on peut rencontrer au quotidien. Voilà, intimité émotionnelle. Ça peut être un premier point de vigilance quand je suis heureuse de revoir cette personne. Et je suis heureuse avec cette personne. Ce qu'elle appelle un point de vigilance, c'est quoi ? Quelque chose qu'il faut surveiller être attentif, oui, ça peut être un premier point de vigilance, surtout si le deuxième arrive, qui va être, est-ce que je m'éloigne quand je reçois un SMS de cette personne ? Est-ce que je ne veux pas forcément partager avec l'autre, je veux garder ça pour moi ? Je cache quelque chose. Ça, c'est le deuxième point de vigilance qui est important. Le premier en lui-même, c'est pas gênant, on peut être amis et il n'y a aucun souci. Mais s'il y a ce deuxième stade de je cache quelque chose, j'ai envie de m'éloigner, j'ai pas forcément envie de partager parce que consciemment ou inconsciemment, je me dis c'est pas terrible. J'ai pas forcément envie de partager. Et puis le troisième, ça va être ce qu'on appelle une alchimie sexuelle, c'est-à-dire là, j'ai une attirance physique par l'autre. Et ça, c'est le troisième et c'est souvent la bascule. Alors, elle dit qu'il faut combiner les trois ? Ou elle alerte sur l'apparition de... Alors, les trois, alors normalement, il arrive dans cet ordre-là, mais l'alchimie sexuelle peut arriver tout de suite. Mais voilà, ce sont 3 points de vigilance à avoir, et quand les 3 sont réunis, en général, ça veut dire qu'il y a infidélité. Ça peut être pris pour une infidélité. On a parlé de cette fameuse infidélité émotionnelle. Qui en est le père ? Qui en est le théoricien ? Alors, il y a John Gottman aux États-Unis qui a beaucoup travaillé sur les couples et qui parle de cette infidélité émotionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'infidélité émotionnelle, si on devait la définir ? C'est être attiré émotionnellement par quelqu'un d'autre, c'est avoir envie de passer du temps avec cette personne, c'est ce fameux coup de foudre, c'est avoir envie de revoir cette personne, c'est passer du temps avec elle, voire plus. Oui, donc il y a forcément quand même une envie de... Puisque la façon dont vous en parlez dans votre livre, si j'ai bien lu votre bouquin, vous dites en fait que c'est lorsque l'un des membres du couple, donc l'infidèle, commence à dénigrer en fait son ou sa partenaire. Alors ça peut, en tout cas, c'est comme ça que Gottman en parle. Avec l'autre. Oui, avec l'amant ou l'amante, voilà. Alors, il y a une autre définition que peut donner Gottman, c'est quand le conjoint ne se sent plus regardé,
admirée par justement son conjoint qui ouvre une porte vers l'extérieur. Quand je me sens plus, quand justement je ne vois plus les étoiles briller dans les yeux de mon conjoint, quand il s'intéresse plus à moi, quand il s'intéresse plus à son portable qu'à moi, quand on passe plus de temps ensemble, bah là ça peut être aussi une histoire d'infidélité émotionnelle. Alors, vous suggérez comme outil, alors pour tous ceux qui nous écoutent, alors qui ne concerne pas que l'infidélité, hein, c'est le recours à la métaphore. Alors, comment est-ce que ça fonctionne et à quoi ça sert ? En général, quand je reçois un couple qui vit une infidélité, ils ne sont pas du tout au même niveau émotionnel. La personne qui a trompé a envie de tourner la page tout de suite. Elle a avoué, elle a demandé pardon, et elle a envie de s'en sortir. Elle a envie de tourner la page, elle a envie de construire l'avenir. Par contre, la personne qui a été trompée, plus elle a mis son conjoint sur un piédestal, plus la chute, elle est vertigineuse et elle est traumatisante. Et elle a envie de comprendre cette personne, que ce soit une femme ou un homme. Ça peut vraiment se passer dans les deux cas. Et la page, elle est dure à tourner. Et elle a envie de creuser, elle a envie de savoir, elle a envie de comprendre, elle se pose des questions. Il y a déjà cette différence de souffrance, parce que les deux souffrent, mais d'une manière complètement différente. Il y a besoin déjà d'apaiser ces souffrances, de donner du sens à ces souffrances, pour pouvoir rétablir quelque chose au sein du couple. Alors, la métaphore, comment est-ce que vous l'utilisez ? Qu'est-ce que vous proposez aux personnes qui viennent vous voir par rapport à leur couple ? Pour accueillir ces souffrances et mettre des mots sur ces souffrances, je trouve ça intéressant justement d'utiliser une métaphore. Ce que vous vivez, c'est comme quoi ? Et en général, les mots qui sortent, c'est un tsunami. C'est un tsunami, c'est un coup de poignard qu'on m'a mis dans le cœur. C'est souvent des choses qui reviennent. Et là, je vais jusqu'au bout de la métaphore. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un tsunami ? On court. Qu'est-ce qu'on fait ? Non. Oui, on court. Pas, et puis après, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis comment on s'en sort ? Et quand le tsunami est passé, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on reconstruit ? Quand on a un coup de poignard dans le cœur, qu'est-ce qu'on fait aussi ? Et là, c'est intéressant parce que par la métaphore, on sort de ce questionnement récurrent de pourquoi il m'a fait ça, mais qu'est-ce qui s'est passé, et j'ai mal, et comment je fais pour m'en sortir. Là, on va redonner des outils, alors métaphoriques, pour pouvoir s'en sortir. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a une personne qui me disait, par exemple, et je le raconte dans le livre, pour elle, elle avait l'impression d'être au fond du gouffre. Et comment on fait pour sortir de ce gouffre ? Là, on va essayer de s'accrocher et puis de remonter petit à petit. Et puis on va reglisser et on va continuer. Et puis ça va être quoi là, les piolets qu'on va accrocher dans ce mur de glace ? Et c'est intéressant parce que ça permet de s'éloigner un petit peu, de prendre du recul par rapport à cette souffrance, ne pas être englué dans cette souffrance, mais d'avoir un outil concret, métaphorique, qui va permettre de s'en sortir petit à petit. Là, je pense aussi que la personnalité joue pas mal dans le questionnement que vous soulevez, parce qu'il n'y a pas forcément de pourquoi il ou elle m'a fait ça, mais il y a aussi qu'est-ce que je n'ai pas fait. Qu'est-ce que je n'ai pas fait qui fait que il ou elle m'a fait ça. Oui. Et là, ça va dépendre du profil de personnalité de chacune et chacun. En général, pour beaucoup d'infidélités, il y a une co-responsabilité de chacune des personnes du couple. Alors c'est très compliqué à dire et à avouer pour la personne qui était trompée, parce qu'elle a l'impression d'être la victime et l'autre c'est le méchant. Mais il y a un moment ou un autre où il y aura besoin de reconnaître qu'en effet, oui, parce qu'il y a eu un manque d'attention envers l'autre, parce qu'il y a eu un enfant qui est arrivé et on s'est complètement consacré à l'enfant et on a oublié. On a oublié de s'intéresser à son couple, on a oublié de faire l'amour, on n'avait plus envie parce que l'enfant était là. Un jour, une femme m'a dit, mais voilà, au début, il me regardait avec des étoiles dans les yeux. Aujourd'hui, ces étoiles dans les yeux, je les vois, mais quand il regarde notre fils, moi, j'ai plus le droit à ces étoiles. C'est dur d'entendre ça et puis de prendre conscience de ça. Et là, il y a besoin de prendre conscience qu'en effet, il peut y avoir une co-responsabilité de ce qui s'est passé. On s'est oublié. Le couple s'est oublié. Et donc, quand on n'a plus d'affection, ou on est en manque d'affection, d'amour, d'intérêt, de reconnaissance, eh bien, on va la chercher ailleurs. En tout cas, on peut être tenté d'ouvrir une porte vers l'extérieur. Est-ce que ce que vous définissez là, c'est le triangle de Karpman ?
Oui. Alors, il faut expliquer à tout le monde ce que c'est, ce fameux triangle de Karpman. Alors, on peut se retrouver dans ce triangle de Karpman parce qu'il y a 3 personnes. Il y a la personne qui a trompé, il y a la personne qui a été trompée, et puis il y a l'amant ou l'amante. Donc, il y a le gentil, la méchante et la victime. Voilà, c'est ça. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a la victime, en effet, qui... en tout cas, la personne qui se sent victime, ça va être la personne qui a été trompée. Et puis il y a le bourreau, c'est le méchant, c'est celui qui a trompé, ou alors ça va être l'amant ou l'amante. Et puis souvent ce qui se passe, c'est que la victime, si elle reste trop sur sa souffrance, peut devenir bourreau. Et peut finalement, alors ça c'est un mécanisme vraiment cérébral, par peur de ce qui s'est passé, par peur de retomber, va finalement provoquer et va passer son temps à questionner, et finalement va vraiment devenir bourreau. Si elle n'est pas attentive, si elle ne fait pas attention, va devenir bourreau et va finalement provoquer ce qu'elle ne veut pas. Et ça, c'est terrible. Et comment elle devient bourreau ? Eh bien, en questionnant en permanence, en étant aigrie, en prenant un amant également. Ça peut être ça aussi, en parlant autour de soi, en dénigrant son conjoint ou sa conjointe. L'infidélité instrumentale. Voilà, ça peut être ça, oui. Tout à fait, oui. C'est la vengeance. Ah bah, alors, elle ne le voit pas forcément comme une vengeance, mais c'est comme quand on est en train de se noyer. On se débat, et puis il y a quelqu'un qui est à côté de nous, et puis on lui appuie sur la tête. C'est pas ce qu'on veut, mais en même temps, on le fait quand même. Il y a vraiment quelque chose de complexe, et qui fait que on se fait mal, on fait mal à l'autre, parce qu'on a trop mal, et on ne sait pas comment faire. D'où l'intérêt de consulter, et de ne pas laisser s'enquister cette souffrance au sein du couple. Alors l'intérêt de consulter, s'il y a une volonté des 2 membres du couple de rabibocher leur couple. Bien sûr. Oui, c'est important de le souligner, parce que sur cette question d'adultère, moi ce que je lis souvent sur le net, dans tous les types de magazines féminins qu'on connaît, c'est quand même, ce qui revient assez souvent, c'est sauver le couple, guérir le couple, soigner le couple, comme si c'était une injonction sociétale, et au final, c'est une question de très individuelle. Qu'est-ce que chaque membre du couple veut ? Parce qu'au final, dans un couple, il y en a peut-être un qui veut effectivement sauver son couple, tandis que l'autre passe à autre chose ou vit autre chose. Je vous questionne là-dessus, parce qu'on a l'impression que on parle plus d'adultère, parce que c'est plus, comment dirais-je, c'est dépénalisé. Et puis, il y a une connotation religieuse aussi. Il y a une connotation religieuse, et puis, mais c'est une grosse hypocrisie, parce qu'on continue à parler de l'infidélité qui a aussi une connotation religieuse, alors qu'on devrait parler de relations extra-conjugales, ceci dit en passant, qu'elles soient sexuelles ou pas. Bon, je ferme la parenthèse, parce que dans nos propos, on reste quand même aussi très attachés à une certaine tradition. Donc, finalement, en parlant en fait de ce que vous dites, de consultation, il me semble qu'il est quand même important de préciser qu'il doit y avoir la volonté des 2 membres de ce couple-là. Oui, alors je trouve qu'il y a une évolution. Moi, ça fait 12 ans que j'accompagne des couples. Au début, je voyais beaucoup de couples qui, en effet, venaient tous les 2... en tout cas, ils me le disaient devant moi, qu'ils voulaient sauver leur couple. Et en creusant un petit peu, je m'apercevais que celui qui avait trompé voulait se donner bonne conscience en allant jusqu'au bout, mais finalement était toujours dans cette histoire-là et n'avait pas lâché cette histoire. Donc moi, ça c'est vraiment quelque chose que je questionne en voyant chacun personnellement, savoir quel est l'objectif précis de cette thérapie. Est-ce que c'est pour se donner bonne conscience et terminer la relation le mieux possible, ou est-ce qu'au contraire il y a vraiment cette volonté d'aller jusqu'au bout et de sauver quelque chose, si c'est possible de sauver quelque chose? Parce qu'on le sait, on le voit quand on accompagne des couples, que parfois l'un des 2 membres du couple amène l'autre membre du couple pour mieux se séparer en fait. Tout à fait. Et garder le thérapeute comme béquille pour pouvoir accompagner celui qui ou celle qui sera quitté. Tout à fait, oui. Par contre, je vois que dans les nouvelles générations, les 30 ans, 40 ans, ils ont beaucoup plus envie de réussir leur couple. Et ils viennent beaucoup plus tôt, contrairement aux couples qui vont avoir 50 ans, 60 ans.
souvent il y a quelque chose qui va être enquisté depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et ça va être beaucoup plus compliqué de s'en sortir, et avec peut-être une plus grande lassitude. Et cette impression que le couple, ça y est, c'est terminé parce qu'on a trop tiré sur la corde. Par contre, les nouvelles générations qui ont peut-être connu des divorces, qui savent que c'est compliqué, mais on est dans cette nouvelle génération du réparé, de l'écologie, donc on a envie de réussir. Ils ont envie de réussir. Alors donc ils viennent beaucoup plus c'est tôt. plus les trentenaires et moi que quarantenaires. Alors, les jeunes couples, en fait. Dans ce que vous dites, en tout cas, de réparer Oui. l'esprit écologique. Oui, mais c'est les jeunes couples. Maintenant, on se met en couple de plus en plus. En tout cas, on fait un enfant de plus en plus tard. Donc, ça peut être des couples qui ont 40 ans, 45 ans, mais ça fait que 5 ans qu'ils sont ensemble et qui ont envie de réparer. C'est pas des couples de jeunes, mais des jeunes couples. Des jeunes couples constitués. Il fallait rétablir la sémantique. Est-ce que tous les couples sont confrontés à l'infidélité ou pas ? Est-ce qu'il y a des couples qui sont préservés ? Il y a peut-être des gens qui nous disent, qui nous écoutent ce matin et qui disent, de toute façon, on est complètement à l'abri de ça. On a l'impression, il y a une croyance. Enfin, il y a un état d'esprit dans le couple où on a l'impression qu'une fois qu'on se met en couple, invulnérable. C'est acquis. C'est acquis, ça y est, on a acheté quelque chose ensemble, on a fait un enfant, on s'est marié, on s'est pacsé, et puis ça y est, c'est acquis. Alors que non, c'est jamais acquis. Un couple, ça se travaille. Alors on n'aime pas ce mot de travailler, mais un couple, ça se travaille en permanence, ça se cultive. C'est comme avoir une belle plante. Si vous avez une plante chez vous, je ne sais pas si Nadia, vous avez une plante chez vous, si vous avez des plantes. Oui. Eh bien, si vous oubliez de les arroser... Je ne voudrais absolument pas dévoiler un secret. Vous croisez Nadia El Bouga tous les week-ends chez Truffaut, Leroy Merlin, enfin, dans plein de d'enseignes comme ça. Oui, là, c'est fermé. C'est vrai. Qu'est-ce qui est fermé ? Les Truffaut, Leroy Merlin, c'est fermé. Quand ils sont dans des grands centres commerciaux, mais quand ils sont isolés, ils sont ouverts. En plein air, le mien est ouvert. Ouais. Vous avez de la chance. Ouais. Donc vous êtes en train de nous dire que quand on a des plantes, il faut changer l'eau des fleurs tous les jours, c'est ça ? Alors, il ne faut pas trop en faire, non plus. Parce que on peut les tuer comme ça. Voilà, vous pouvez les tuer, mais il faut arroser régulièrement et puis mettre de l'engrais régulièrement. Un couple, c'est exactement la même chose. Il y a besoin d'entretien. Bon, alors, sur les fondamentaux qu'il faut pour réussir un couple, je vois que la fidélité, ça n'arrive qu'en 3e position. Alors, quel est le premier ? Alors, c'est la confiance. C'est la complicité. Ouais. En fait, c'est un trio, hein. Confiance, complicité, fidélité. Fidélité, en latin, a la même racine que le mot confiance. Donc, oui, parce qu'après, ce qu'il faut et ce qui se passe quand il y a eu un coup de canif dans le contrat, si je peux m'exprimer ainsi, c'est rétablir la confiance. Et ça, c'est très compliqué. C'est un peu la dernière chose avec le pardon qui va être rétabli. Il y a déjà besoin de réinvestir le quotidien, il y a besoin de réinvestir la communication, il y a besoin de réinvestir la sexualité aussi, peut-être d'une manière différente. Et après, en étant vraiment très concret, il y a besoin d'actions concrètes pour sortir de cette infidélité. Et la confiance, le pardon arrive après. Parler de l'infidélité, c'est de parler d'un sujet dont on parle peu, mais c'est le sujet de l'amitié. Donc là, on a beaucoup essayé beaucoup se sont interrogés longtemps sur est-ce que l'amitié homme-femme c'était quelque chose de possible. Mais maintenant, est-ce que l'amitié entre collègues de boulot, c'est quelque chose qui est possible. Parce que quand on lit votre livre, on se dit que finalement, le boulot, c'est la zone de tous les dangers. Oui, oui, quand on passe 8 heures avec un collègue, alors peut-être un peu moins en ce moment avec le télétravail, mais... Peut-être que le télétravail, finalement, ça va changer la forme de l'infidélité, d'ailleurs. Non, je pense pas. Non ? Je sais pas. Je pense pas parce que... Dans la forme, je veux dire sur la forme. C'est peut-être quand les gens vont aller sur des sites, voyez. Même la forme, parce que s'il n'y a pas de rencontre matérialisée, il y aura une rencontre dématérialisée de toute façon, puisqu'on est dans l'ère en fait du virtuel entre guillemets. Donc je pense que c'est Estelle Perel qui utilise ce terme et que je trouve vraiment Shkoun et Estelle Perel. Alors c'est une psychothérapeute belgo-américaine que vous citez beaucoup dans votre livre, hein, oui. Oui, tout à fait, qui est quand même la référence sur les questions de relations extra-conjugales et elle parle de l'érotisation de la transgression. Donc, me semble-t-il, la distance, enfin ça c'est encore
une idée figée de, j'ai envie de dire entre guillemets, du monde d'avant, parce que c'est une expression moderne. Mais en réalité, peu importe la distance physique, il peut y avoir de toute façon et même il y a peut-être beaucoup plus une érotisation du transgressif. Mais oui, parce qu'au quotidien, on n'a plus d'érotisation. Quand on est parent, quand on voit son conjoint comme parent, ça peut être compliqué de le voir comme homme, comme femme. Alors, on va pas généraliser. Ça fait partie des choses qui tuent, ce que vous appelez les tues, pas les tues l'amour. Oui. Alors il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'infidélités qui se découvrent par un SMS qui a été envoyé, où justement il se dit des choses souvent très très ambiguës, voire très claires sur ce qui se passe entre deux personnes. Comment vous tombez sur le SMS ? Alors, parce que moi, l'histoire de par un SMS, faut quand même le chercher, le SMS. Déjà, quand on en arrive à tomber sur un SMS, c'est qu'on a un petit doute quand même. Alors, il y a souvent des doutes parce que la personne change. On a un comportement jalouse et de non-confiance. Parce qu'on sait on voit un changement de comportement chez son partenaire ou sa partenaire, ou alors un manque d'intérêt, ou alors au contraire, un redoublement de désir, de sexualité, en tout cas quelque chose qui est bizarre et qui met un peu la puce à l'oreille en se disant tiens, pourquoi il a changé, pourquoi est-ce qu'elle a changé, et puis comme si on place l'autre, là, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est vraiment important. Si on place l'autre sur un piédestal, on va avoir envie un petit peu de fouiller. Alors, c'est pas bien de fouiller. Et puis, les personnes le savent très bien, mais elles le font quand même. Il y a un proverbe qui dit si tu creuses, tu risques de trouver du pétrole. Oui. Bien sûr. Mais on a envie de s'approprier l'autre quelque part. Et donc, on a envie d'aller voir ce qui se passe. Mais est-ce qu'on a envie de savoir que l'autre est infidèle, parce que c'est ça le problème, c'est que au final vous risquez de vous faire du mal et les personnes se font beaucoup de mal. Oui, tout à fait, oui, tout à fait, oui. Oui, donc ce qui est intéressant de questionner, c'est finalement qu'est-ce que la personne cherche. Parce que si finalement elle commence à fouiller, c'est qu'elle a un doute conscient ou inconscient, et donc au final c'est une recherche de moi avec moi-même. Pas vraiment une recherche de ce que fait l'autre, puisque quelque part je commence déjà à douter. Donc si je cherche, je vais trouver. Et après, c'est comment moi je vais gérer ça. Et finalement, où est-ce que je me questionne, qu'est-ce que je me reproche, qu'est-ce qui dysfonctionne chez moi. Ça se joue plus sur cet ordre-là que... J'ai pas l'impression... Moi, j'entends pas le nous, là, en fait. Là, c'est vraiment une question du moi et du toi, là. Alors, plus la personne a une faible estime d'elle-même, plus elle risque d'aller chercher. Il y a vraiment une quête de l'amour. Est-ce que je suis aimable ? Est-ce que l'autre va m'aimer jusqu'au bout ? Et en effet, on peut aller chercher ce qu'on n'a pas envie de trouver. Tout à fait. Alors après, il y a un truc qui est très à la mode, ce qu'on appelle les prophéties auto-réalisatrices. Oui, voilà. Donc tout à fait. Finalement, tu vois, je te l'avais dit. Et finalement, vous avez raison. Moi, je voudrais qu'on revienne sur les collègues de bureau. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Parce que j'ai entendu tellement de tout, de finalement que l'amitié entre collègues, c'était pas possible, que c'était quelque chose qui était un jeu dangereux. Entre collègues, où commence l'infidélité ? C'est à partir de quel moment que finalement, il y a un point de vigilance ? Alors, il y en a peut-être plusieurs. Comme disait Gottman, se poser la question, est-ce que si je voyais mon conjoint, ma conjointe faire ça, est-ce que ça me dérangerait ? Aller boire un café. Mais si la personne vous répond non ? Ok, ça peut être un premier point de vigilance. Est-ce que je vais bien dans mon couple ? Aussi. Est-ce que je me sens bien dans mon couple ? Ça peut être un autre point de vigilance. Et puis, quelle est ma priorité de vie ? Est-ce que c'est mon travail ? Ou est-ce que c'est ma famille, mes enfants, mon conjoint ? Là aussi. Mais j'interrogeais Nadia sur les actes ne valent que par les intentions. Mais si on n'a pas de mauvaises intentions, qu'on va juste boire un café avec la collègue ou le collègue en fonction de votre de vos préférences, est-ce que finalement vous pouvez aller, elle est ringarde l'expression, aller boire un café en tout bien tout honneur, vous voyez ? Parce que vous éprouvez du plaisir à échanger avec la personne. Alors bien sûr. Maintenant on ne sait jamais ce qu'il y a dans la tête de l'autre.
On sait déjà pas ce qu'il y a dans la nôtre, parfois. Ah oui, donc dans ces cas-là, c'est pas vous-même que vous interrogez, c'est les intentions de l'autre. Oui, et puis bien sûr que... On ne saura jamais ce qu'il y a dans la tête de l'autre. Bien sûr que non, on ne saura jamais. Mais je pense que c'est important quand même de... Alors il ne faut pas non plus devenir paranoïaque et puis tout s'interdire. Mais voilà, qu'est-ce qui est bon d'être vécu, quelles sont les limites raisonnables à mettre en place. Qu'est-ce qui est de l'ordre d'une amitié qui se développe et qui se développe peut-être trop, et puis qu'est-ce qui est bon, tout simplement. Moi ça m'intéresse comme sujet. L'amitié qui se développe trop, elle peut pas, enfin elle ne pourrait pas rester qu'au stade d'amitié. Alors ça peut, oui, aussi, oui. Oui. Moi, vous dites très peu, mais je vous sens sceptique sur le truc de dire... Alors, vous savez, moi, en thérapie, je ne vois que les gens qui vont mal. Oui, donc il y a un biais, forcément. Donc j'ai mon biais à moi. J'ai mon biais à moi. Mais ça pareil, hein, c'est une question, une question sociologique qui est très importante, je pense, à creuser, parce qu'on se pose pas les questions, alors qu'on est quand même... on se dit être dans une ère d'ouverture et d'accepter toutes les orientations sexuelles. Pourquoi est-ce qu'on ne se questionnerait pas aussi sur deux hommes ou deux femmes qui seraient collègues très proches, qui iraient ensemble boire un café ? Ça ne gênerait pas la société, alors qu'il peut y avoir des sentiments amoureux qui se développent entre deux personnes du même sexe. Donc on a aussi genré les relations... Moi, là, il y a une fois de plus Esther Perel qui dit que, et là vraiment, pour ma part, je trouve qu'elle est juste là-dessus, quand elle dit que l'interdit garde un pouvoir de séduction. C'est une réalité. Ça, franchement, bien sûr. Alors, plus on va justement se dire dans le couple, bon, alors non, tu rentres du boulot, tu vas pas avec tes collègues, machine à café t'évite, tu peux prendre ton café dans ton bureau ou les coups de fil, parce qu'on peut très bien s'appeler entre collègues et qui sommes devenus amis en dehors de ce contexte-là. Jusqu'où on peut imaginer en fait parler de fidélité ou d'infidélité sur ces questions-là. Finalement, ça reste très 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 individuel en fait. Tout à fait. C'est-à-dire que mon cadre sera pas le vôtre, ça sera d'où l'intérêt d'en discuter en couple. Souvent, on n'a pas envie, parce que ça peut être un sujet qui fâche quand même, parler d'infidélité, mais c'est important d'en parler. Alors, d'en discuter régulièrement, parce que je peux avoir une position au début de mon installation en couple et avoir une évolution sur cette question-là au fil du temps. Tout à fait. En reparler régulièrement, entretenir son couple, et puis pourquoi pas au sein du couple avoir des petits moments d'interdit, parce que ça en général ça amène du piment, ça amène du différent, ça casse la routine, et il y a besoin dans le couple aussi d'avoir un jardin secret. Alors là je parle vraiment au sein du couple. Des interdits dans le couple. À deux. Oui, à deux, bien sûr. Ah, d'accord. Oui. D'ailleurs, je parle de Glidden dans mon livre. Tous ces sites qui proposent des relations extra-conjugales, qui proposent pour les couples qui sont les couples, ils proposent en couple, des relations extra-conjugales, ont très bien compris que nous avons besoin au sein du couple de continuer à pimenter notre couple, d'avoir d'avoir de la passion, d'entretenir cette passion, et il y a besoin au sein du couple. Oui, comme vous l'expliquez, beaucoup d'enquêtes qui illustrent le couple sont payées par ces sites-là. Donc effectivement, peut-être que ça influence la perception des choses et ce qu'ils nous font dire ou vivre. J'ai surtout compris qu'il y avait une manne à se faire sur cette question. Bien, Florence Pelletier, votre livre s'appelle « Est-ce que regarder c'est tromper ?» Nadia le montre à la caméra puisque l'émission est filmée. Où commence l'infidélité chez Inter Édition. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous regardez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Nadia, on vous retrouve mardi prochain.